Et maintenant, je donne la parole à Dr Abdelrahim Draji, pharmacien d'Officina Mohammedia et fondateur du site pharmacie.ma. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je tiens à remercier nos amis de l'association Tadamon qui ont eu la gentillesse de m'associer à cet événement. Donc, comme je tiens à les féliciter pour l'organisation de ces journées, on voit très bien que tout a été fait bien comme il faut. Et si on a ce résultat-là, il doit y avoir des hommes et des femmes qu'il faut sincèrement féliciter. Voilà, ça c'est pour commencer. Alors, on m'a contacté pour faire à mon tour une petite lecture de ce nouveau texte et de préparer un avis et des recommandations concernant ce même texte. Bien sûr, je vais essayer au maximum d'éviter ce qui vient d'être traité par mes deux confrères, brillamment traité par mes deux confrères. Et voilà, donc pour démarrer, j'ai essayé de me rappeler un petit peu de mon parcours. J'ai démarré il y a quelques années, bon, il y a plus de 20 ans. Et donc, mes premiers stages, c'était avec des préparateurs en pharmacie. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses au contact des préparateurs en pharmacie. Ensuite, j'ai pu travailler avec un préparateur en France, ce coup-là. Et donc, là aussi, j'ai vu leur manière de travailler et la différence, donc, puisqu'il y a une formation à la clé, on sent quand même une expertise dans le domaine des préparations. J'entends bien les préparations, ils sont pratiquement imbattables, ils font toute une formation. Et j'ai pu apprendre énormément de choses. Ensuite, quand j'ai commencé à exercer, donc j'ai eu des collaborateurs donc, que je garde depuis un peu plus de 20 ans. Et donc je garde depuis un peu plus de 20 ans. Et donc j'ai pu les voir évoluer, voir un petit peu ce qu'ils ont appris très rapidement, comme j'ai vu un peu ce qui est difficile à apprendre. Et entre-temps, j'ai dû former un certain nombre d'employés qui travaillent un peu partout dans la ville de Mohammedia. Il y a certains qui ont quitté le pays, mais d'autres, ils sont toujours là. Alors donc, j'ai essayé, avant de préparer donc cette présentation, j'ai essayé de voir un petit peu une définition du préparateur en pharmacie. J'en ai trouvé pas mal, comme celle qui a été présentée par CNS. Et il y en a une que je trouve qui résume un petit peu le rôle du préparateur en pharmacie. Il n'est ni pharmacien, ni médecin, et pourtant il connaît les médicaments et leur usage sur le bout des doigts. Donc c'est le préparateur en pharmacie. Donc malheureusement, il y a deux rôles. D'une part, il y a un rôle qui est théorique, et il y a une pratique qui, malheureusement, qui a tendance à s'éloigner de ce rôle qui est théorique. Donc, normalement, il travaille en présence du pharmacien. Donc, il accueille les patients et leur prodigue des conseils. Donc, c'est le travail de tous les jours. Il délivre les médicaments, aussi bien les médicaments qui font partie d'une ordonnance que les médicaments dits en vente libre. Quoiqu'un médicament n'est jamais en vente libre, même la simple boîte de paracétamol, il faut faire attention, on ne peut pas la donner à tout le monde. Donc vente libre, c'est un terme qui est un petit peu galvaudé, mais qui n'est pas bon. Même l'aspirine, elle peut faire des dégâts incroyables. Donc tous les médicaments doivent être dispensés en présence de professionnels de santé. Ils réalisent des préparations, certaines préparations, donc magistrales et officinales. Bon, moi j'ai vu les choses évoluer un petit peu depuis une vingtaine d'années. Bon, on n'en fait pratiquement plus, à part l'alcool glycériné. L'éosine, on ne le fait plus, puisque maintenant on a de l'éosine qui se conserve bien. L'alcool, des dilutions d'alcool, et même les préparations magistrales, on en fait de moins en moins, donc sincèrement. Donc c'est un rôle qui a tendance à disparaître. Et puis dans certains cas, je pense que c'est une bonne chose, au lieu de continuer à préparer n'importe quoi. Maintenant, il y a des médicaments qui sont tout faits, qui sont de bonne qualité. Dans le temps, il y avait par exemple des dosages qui n'existaient pas, donc on était obligé de déconditionner et de faire ces dosages. Maintenant, on a pratiquement tous les dosages. Et comme il n'y a pas encore les bonnes pratiques officinales, il est quand même mieux de dispenser des produits de qualité. Alors toujours sous le contrôle du pharmacien, donc il précise aux patients les conditions d'utilisation du médicament et il contrôle les ordonnances
aussi bien un employé que son pharmacien, donc un collaborateur que son pharmacien. On ne donne pas des médicaments comme ça. On est obligé de contrôler. Des fois, il y a des associations contre-indiquées. Des fois, il y a un médicament qui ne doit pas être donné à un glaucomateur ou à une femme enceinte. Donc, nous sommes là, aussi bien le pharmacien que ses collaborateurs. Notre rôle primordial, c'est de dénicher, de traquer un peu toutes ces choses qui ne vont pas, toujours dans l'intérêt du patient. Et pour les produits tableau A, B et C, donc même si nous, finalement, on ne transcrit que les psychotropes, normalement, nous devons transcrire tous les médicaments tableau dans l'ordonnancier en précisant le nom du malade et tout ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, une partie importante du travail des préparateurs consiste à tenir les stocks à jour, activité essentielle pour pouvoir répondre donc, aux besoins des patients. Ils retournent les produits périmés au fournisseur, ils vérifient la livraison, puis à chaque fois qu'il estime que le stock est insuffisant, donc il doit ajuster le stock. Comme ça, quand les patients arrivent, ils ont leurs médicaments. En milieu hospitalier, le travail du préparateur, il est différent. Et donc, il intervient également sur les produits particuliers, normalement les produits de radiothérapie, ou il peut même participer dans la stérilisation au niveau de l'hôpital. Donc, le rôle du préparateur, et ça c'est important. C'est pour ça, donc, un préparateur hospitalier, en général, il faut faire une année de formation en plus pour acquérir cette expertise nécessaire à l'exécution de ce travail. Alors, compétences et exigences. Donc, un préparateur doit faire preuve d'une grande vigilance lorsqu'il prépare et dispense des médicaments, car une erreur peut avoir des conséquences graves sur la santé du patient. Rigoureux et méthodique, il doit connaître parfaitement les médicaments et leur usage. Donc, on passe notre journée à dispenser des médicaments, et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'un médicament, c'est un produit extraordinaire et bienfaisant. Il peut tout de suite se transformer en poison s'il n'est pas donné au bon malade ou à la mauvaise dose. Donc, on est tout le temps en risque de faire... On passe notre journée à faire du bien aux malades, mais à tout moment, tout peut basculer. Donc, la vigilance, elle est de rigueur. Compétences et exigences toujours. Le contact avec le public est très important en pharmacie de ville. Les patients attendent au fait un accueil de qualité, respectueux de la confidentialité et souvent des conseils pratiques sur leur traitement. La confidentialité, malheureusement, ce n'est pas toujours respecté. C'est vrai que certaines pharmacies ne permettent pas cette confidentialité puisqu'elles sont un peu exiguës et on est en train de parler à un patient, puis le patient à côté, il entend pratiquement tout. Donc il faut penser à ces espaces de confidentialité qui sont primordiaux. Des fois, il y a des patients qui ne veulent absolument pas que les voisins ou tout l'entourage sachent qu'ils ont telle ou telle maladie. Des fois, on reçoit une jeune fille qui a un petit problème et si jamais son papa il apprend qu'elle a justement ce problème-là, il va peut-être la virer, il va y avoir des incidents familiaux très graves. Donc la confidentialité, c'est quelque chose de primordial dans notre profession. Sans se substituer aux médecins ou aux pharmaciens, donc le préparateur doit savoir répondre aux inquiétudes, expliquer et rassurer. C'est vrai qu'au Maroc, quand on voit la pratique quotidienne, on ne fait pas que ça. On lit les factures, des fois ils nous amènent des contrats à lire, donc on fait pratiquement tout. Donc on va dire c'est un bac plus quelques années qui est à la disposition des patients. Pendant tout le travail. Alors que par exemple, quand il veut se déplacer chez un médecin, il faut d'abord qu'il paye. Chez nous, il rentre gratuitement. Des fois, il dit ah, tiens, donc il passe une demi-heure quand même. Et il pose quelques questions. Donc au fait, on ne fait pas que notre travail, on fait beaucoup plus que ça. Alors formation, donc ça a été un peu expliqué rapidement par mon ami Anas. Donc c'est juste pour savoir qu'en France, depuis des années, bon, moi j'ai commencé, comme je vous ai dit, il y a une vingtaine d'années, donc il y avait déjà le BEP, donc c'est un brevet, et il y avait plusieurs formules. Il y a même on peut prendre par exemple un étudiant qui n'a pas encore son bac, puis il fait un cursus, en parallèle il fait une partie formation, une partie à la pharmacie. Donc il fait beaucoup plus de pratique et le résultat, il est satisfaisant. Et donc en général, ils connaissent très très bien. Leur point fort, pour avoir pratiqué
pratiquer avec eux, c'est les préparations, ils sont imbattables. Et donc, quand j'ai commencé moi à faire tout ça, donc on faisait des préparations en grande quantité. On faisait des séries de gélules toute la matinée, on passait la matinée à faire des gélules. Ensuite, on avait des préparations, et à l'époque, il y avait les préparations amaigrissantes et tout ça. Et vraiment, j'ai pu apprécier de visu donc, les compétences de ces préparateurs, mais il n'y a pas de secret, c'est la formation. Alors cette formation, donc, et notamment ce que j'ai dit tout à l'heure, accessible moyennant un contrat, ce que j'ai fait, excusez-moi, un contrat d'apprentissage. Alors à l'hôpital, donc le préparateur, ça je parle du cas français, titulaire d'un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière. Donc là c'est l'année en plus qu'il doit faire. Alors juste pour que vous ayez une idée, 85% des préparateurs en pharmacie ce sont des femmes. Et je pense, je ne sais pas si c'est à l'association a des chiffres, mais je pense qu'au Maroc on doit être aux alentours de 70% au moins de femmes, non? Donc ils nous diront tout à l'heure. En ce qui concerne la répartition, donc 90% des préparateurs en France travaillent au niveau des officines, 7% travaillent à l'hôpital, il y a 3% seulement qui travaillent dans l'industrie. Alors ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est de la théorie. Même si on fait une bonne partie de tout ça dans nos officines, notamment la dispensation et tout le reste, malheureusement, on constate qu'il y a l'absence d'un vrai statut de préparateur en pharmacie. La situation socio-économique des patients, la routine et un certain laxisme, donc au fil des années, ont rendu l'exercice des pharmaciens et l'apport de leurs collaborateurs en inadéquation avec la loi. Ce que nous faisons tous les jours, ça n'a rien à voir avec la vraie loi. On donne des produits tableau A, on donne des corticoïdes, on donne des antibiotiques sans ordonnance. Et bon, dans certains cas, on fait bien parce qu'on permet à quelqu'un qui n'a pas les moyens de pouvoir renouveler ses médicaments, mais que de fois, on fait des erreurs. Et tout ça, je pense, mériterait d'être réglementé. Il y a un cadre réglementaire. Par exemple, je vous donne l'exemple simple. Aujourd'hui, on fait des dégâts avec les antibiotiques. Aujourd'hui, il est temps qu'on arrête de dispenser des antibiotiques comme ça à l'aveuglette, parce qu'on rend les bactéries résistantes. Et demain, nous tous, on va se retrouver devant une impasse, on ne pourra plus nous soigner. Un malade, on va faire une opération de cœur extraordinaire avec de grands professeurs, mais il va mourir non pas parce qu'on n'a pas su l'opérer, il va mourir tout simplement parce qu'il a attrapé une méchante bactérie qui résiste à tout à l'hôpital. Donc tout ça, je pense qu'il faut commencer à réfléchir à tout ça. Donc, et en dehors des psychotropes, et généralement les pharmaciens et ses employés ont fait attention, ben le reste, on renouvelle pratiquement tout. Je suis désolé de dire la vérité, mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Les préparations, comme j'ai dit, on n'en fait pratiquement plus. Malheureusement, il y a un projet de bonne pratique officinale qui aurait pu nous permettre de faire une mise à niveau de la profession dans son ensemble. Malheureusement, il y a un projet qui traîne quelque part dans les tiroirs de l'administration et on aimerait bien qu'il ressorte un petit peu pour qu'on puisse améliorer notre travail à l'officine. Parce qu'au fait, on se dit on sait plein de choses, mais au fait, dès qu'on vérifie, il y a plein de choses qu'on ne fait pas bien. Et il est temps de nous évaluer et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'intérêt et bien évidemment du patient. Alors, les préparateurs, comme l'a dit CNS, sont formés au compte-gouttes. Et comme il l'a dit, c'est très clair, ils ne sont pas du tout formés pour la pharmacie d'officine, ils sont formés pour occuper des postes au niveau de l'administration, donc à l'hôpital ou des choses comme ça. Le nombre, il est clair. La formation donc, est assurée dans la pratique, donc ce sont souvent les pharmaciens qui forment leurs employés. La formation continue, donc je le dis bien, Agadir est un excellent exemple de formation continue, puis pratiquement il y a une certaine régularité. Dans d'autres villes, je pense que c'est la même chose, mais est-ce que c'est le cas de toutes les villes du royaume? Donc aujourd'hui, les préparateurs en pharmacie ont besoin d'une formation, qu'ils soient à Zagoura ou à Tanger ou à Oujda, ils ont besoin d'une formation et il faut que cette formation, je parle de la formation continue, soit encadrée et il faut définir un peu les besoins exacts des préparateurs pour leur donner ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'acquitter convenablement de leur travail.
Alors là, c'est ma pharmacie. Alors donc, pour résumer, donc une chose est sûre, l'équipe officinale joue un rôle capital dans la prise en charge des patients. Écoute, conseil, sensibilisation et orientation, avec ou sans diplôme. Aujourd'hui, il y a des milliers de préparateurs en pharmacie, ou de vendeurs en pharmacie, ou collaborateurs, ou aides, chacun les appelle comme il veut, mais qui font ce travail tous les jours. Et plus que ça, la photo que vous voyez à droite, un monsieur qui arrive à la pharmacie avec des plantes qui se préparaient à infuser. Et il ne sait même pas ce qu'il a. Donc notre rôle aussi, c'est de sensibiliser toutes ces personnes-là qui entendent n'importe quoi dans les radios ou qui lisent n'importe quoi et qui vont l'appliquer. Donc notre rôle, nous, on est le dernier rempart. Si nous, on ne fait pas ce boulot-là, ben, il y aura plein de décès. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les chiffres qui sont annoncés par le centre antipoison, ben, le nombre d'intoxications par les plantes a été multiplié par 10. Alors le projet de loi, là je vais essayer d'être rapide parce que j'ai vu un peu ce qui a été présenté par mes confrères. Je vais voir juste les points où ça diffère. Donc je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est vraiment une loi fourre-tout. Ils ont pris plein de professions qui sont au fait très différentes. Et la partie très difficile pour le législateur, pour qu'il essaye un peu de regrouper tout ça dans le même texte de loi. Donc c'est vrai que l'idéal serait de faire un texte à part pour la profession de préparateur en pharmacie, mais là quand on lit le texte, on dit que ça ne les concerne pas. Il y a plein d'articles, ça ne peut pas concerner les préparateurs en pharmacie. Donc tout ça est à clarifier et ça vient du fait qu'on a essayé de tout mettre dans cette loi. Donc l'article 1er a été dit, donc il précise bien, l'article 5 il précise que dans la définition de vente en gros, délivrance des médicaments. Donc je pense que les préparateurs en pharmacie, que nos employés actuels sont concernés par cette loi. Ceci dit, je ne suis pas un juriste, certainement il y a du travail à faire, il faut voir des juristes et il faut beaucoup de travail pour faire un vrai contre-projet. Moi je suis contre le rejet, mais un contre-projet bien préparé peut éviter des dégâts, parce que quand on bloque, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Mais par contre, quand on vient avec une proposition, un contre-projet qui tient la route, je pense qu'il y a moyen de limiter les dégâts. Je passe tout ça. Ça a été dit par M. Bihi. Ça, je passe. Je vais être rapide. Le contrat, donc ça, je passe. L'autorisation, tout ça, je passe. Les conditions. Bon, ça a été dit. J'essaie de ne pas redire la même chose. Je passe. Ah, là, l'association, donc mes confrères en ont parlé, donc en attendant la mise en place d'un vrai conseil de l'ordre qui va réglementer la profession, on parle d'association qui est régie donc par le Dahir, la loi de 1958. Mais là, ça va être un peu difficile parce qu'une association, d'abord, on n'est pas obligé de faire partie d'une association. On peut sortir d'une association comme on veut. Comment on va essayer de rendre cette association obligatoire alors que la loi, le Dahir, ne le permet pas. Donc on ne peut pas changer. Ça va être un petit peu compliqué. J'aimerais bien voir la prouesse que va faire le législateur pour essayer de faire ça. Peut-être qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas, mais ça va être très difficile de régir une profession. On donne pratiquement les prérogatives d'un conseil de l'ordre à une association. Donc en pratique, ça risque d'être difficile. Voilà, donc il part d'une seule association, donc le projet lui attribue une compétence similaire à celle d'un conseil de l'ordre, alors qu'il s'agit d'une association. Donc problème de représentativité, le droit d'association est un droit qu'on peut exercer ou y renoncer. Donc c'est ce que je viens de dire, mais peut-être qu'ils ont une explication. L'article 35, les sanctions et tout ça, c'est vrai qu'ils sont pas, ils ont mis le paquet. Les sanctions, c'est un préparateur. Alors là, il parle de la date d'entrée en vigueur, l'article 49, la date d'entrée en vigueur du texte réglementaire pris pour son application. Donc au fait, il va y avoir entre le jour où cette loi va être promulguée et le jour où le texte d'application le sera aussi, donc il va y avoir un laps de temps, et au fait, pendant ce laps de temps, il faut que le pharmacien donc, et ses aides puissent se conformer à cette loi. Donc on va avoir un certain temps.
Alors, donc, en guise de conclusion, donc, voilà, je suis dans les temps. Donc, une réglementation, j'entends bien. Moi, je n'ai pas envie d'être pessimiste. Sincèrement, il y a trop de pessimistes entre nous, autour de nous. Je pense qu'il est temps d'être aussi optimiste et de venir avec des propositions. Je pense que ce n'est pas fichu. Et je pense qu'il y a votre profession compte suffisamment d'hommes et des femmes. En plus, ils ont les pharmaciens à leur côté. Donc, on peut défendre un bon projet et toujours dans l'intérêt du malade. Non pas pour l'intérêt du pharmacien ou des employés, mais dans l'intérêt du patient. Donc une réglementation adaptée ne peut qu'être bénéfique pour la mise à niveau de la profession de préparateur et pour sa reconnaissance, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la profession est reconnue par les malades. Ça, il n'y a aucun doute. Mais elle n'est pas reconnue par la loi. C'est comme si elles n'existent pas. Vous faites un rôle extraordinaire, mais ce rôle-là n'est pas reconnu. Donc, quelque part, vous devriez exister. Donc, et cette existence que va permettre donc, cette loi. Donc, nécessité de prévoir donc, une période transitoire pour permettre aux pharmaciens et à leurs employés de se conformer à la loi, et surtout des dispositions particulières pour préserver les droits acquis des préparateurs en activité. Aujourd'hui, donc, les préparateurs qui sont en exercice, donc, ils ont cumulé un certain nombre d'années de travail, donc ils ont des compétences qu'on ne peut pas nier, donc on ne peut pas du jour au lendemain les jeter, ramener d'autres qui sont formés. Donc aujourd'hui, il faut voir comment on peut faire pour préserver les acquis des employés en pharmacie qui sont en exercice. Peut-être que les nouveaux, on va stopper tout de suite, tous les nouveaux doivent être formés et tout, mais les anciens, il faut bien trouver des solutions. Ceux qui, il leur reste 3 années pour la retraite, est-ce qu'ils doivent faire la formation comme quelqu'un qui commence? Donc il y a tout un travail, il faut réfléchir pour mettre en place les garde-fous nécessaires. Il faut prévoir des modules de formation qualifiante adaptés pour les employés. Donc d'ailleurs le pharmacien il a toujours payé, donc tous les mois on paye l'OFPTT, donc on peut profiter justement de cette portée. On ne touche jamais, donc on paye mais on n'a jamais fait les formations aux employés. Je crois qu'il est temps de profiter de tout cet argent que les pharmaciens versent depuis ces années pour fermer, bien sûr, pour former leurs employés. Mais la formation, on ne doit pas faire n'importe quoi. Il faut voir exactement les besoins en formation. Il y a des besoins qui sont de base, mais par exemple, quand on exerce dans une ville comme Agadir, on ne peut pas ne pas connaître le sida, et comme il faut. Quand on est dans un pays comme le Maroc, on ne peut pas ne pas connaître la tuberculose. Donc on est obligé de connaître la tuberculose, connaître ce qu'elle fait la tuberculose, pour pouvoir, même si on ne dispense pas de médicaments, les antituberculoses sont donnés à l'hôpital, mais nous avons un rôle très important pour sensibiliser les malades et leur entourage. Donc la formation est capitale aujourd'hui. D'ailleurs cette formation, on n'a pas besoin de la loi. De cette loi pour faire cette formation, c'est une nécessité continue, aussi bien pour le pharmacien, pour toute personne normalement qui exerce un métier précis. La science évolue, donc il faut en permanence se remettre en question et mettre à niveau ses connaissances. Et l'administration, je pense, ne peut pas faire l'économie d'une large concertation avec les représentants des employés. Il est inadmissible qu'aujourd'hui on sort une loi sans discuter avec les personnes les plus concernées. Et là, de votre côté, je pense les employés en pharmacie, le seul mot qui résume tout, c'est Tadamoun. S'il n'y a pas de Tadamoun entre tous les employés du Maroc, et s'ils ne parlent pas la même voix, bon, ils vont être mangés tout cru, comme on dit. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et je remercie encore une fois à Tadamoun, et j'espère que je n'ai pas été long. بدوري أنا نشكر الدكتور عبد الرجيع على هذه المداخلة القيمة، وكنشكرو كنبغي نشكر بزاف على الاحترام ديالو الوقت.